Est-ce que la romance est morte? Tout le monde parle de relations, mais c'est comme si plus personne n'y croyait vraiment. Avec des créateurs de contenu devenus spécialistes en la matière. Vous prenez son téléphone, si elle refuse de donner son téléphone, c'est une fin de relation. Il sait que t'es belle, il t'aime pas. Moi, je préfère ma solitude plutôt que la mauvaise compagnie. Est-ce que les relations dans l'ère moderne sont vouées à l'échec? On a des applis de rencontre qui envahissent l'espace du dating et de la rencontre, comme si rencontrer quelqu'un dans la vraie vie était devenu un peu impossible. Les filles qui ont trouvé l'homme de leur vie sur les applications de rencontre, c'est quoi votre secret? Je vois que vous êtes nombreuses à avoir trouvé votre mec sur Tinder, enfin sur n'importe quelle application de rencontre. Je me dis que j'ai un réel problème. Est-ce que les mariages ne servent plus à rien? On a des mariages qui virent à la catastrophe sur la place publique. C'est très dur et très triste de devoir en arriver là, mais aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je divorce et notre mariage n'a pas tenu. Trompeur, voleur, manipulateur. Je pense qu'on peut passer, on n'a même pas besoin d'épiloguer là-dessus. Qu'est-ce que la romance? Est-ce que la vision de l'amour a évolué avec le temps? She's not going to be safe with a prince and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Tout ça, on va en parler aujourd'hui. Asseyez-vous confortablement et j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Alors le langage de l'amour, on l'a peut-être pas tous, mais ce qui est sûr, c'est qu'une langue, on peut l'apprendre. Et c'est ce que vous propose Rosetta Stone, qui m'accompagne encore aujourd'hui et qui m'accompagne déjà depuis presque un an, qui est une appli pour apprendre 25 langues différentes. Alors personnellement, moi, je suis en plein en train de reprendre l'anglais. Ça peut grave paraître étonnant, mais depuis que j'ai déménagé à l'étranger, c'est-à-dire presque 5 ans, mon anglais ne fait que régresser. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allée dans des pays anglophones. C'est une deuxième ou troisième langue dans les pays dans lesquels je suis allée. Et le truc, c'est que c'est catastrophique parce que du coup, je communique qu'avec un anglais très primaire, c'est-à-dire this, I want this, please. Vous voyez pas ce que je veux dire? Donc là, ce que je fais en ce moment avec Rosetta Stone, c'est que je revois mon anglais. Donc là, on va faire les exercices. Surtout mon accent. Mon accent est devenu trop nul. What's your name? Are you busy on Friday? Are you busy on Friday? Rosetta Stone, pour moi, c'est la meilleure appli pour apprendre une langue, avec déjà des thèmes différents en fonction de vos objectifs. Les loisirs, les voyages, le commerce, le travail, la vie sociale. Et dans tout ça, vous allez avoir divers exercices de grammaire, de vocabulaire, mais également de la pratique orale. Et ayant appris plusieurs langues, je peux vous dire que sans pratique orale, vous n'aurez jamais la confiance de parler une langue, donc c'est trop bien qu'il l'ait mis également dans les exercices. Si vous voulez profiter de Rosetta Stone, c'est téléchargeable sur Android, sur Apple, et même disponible sur PC. Je vais vous laisser mon lien en barre d'infos et en ce moment vous avez une super réduction pour profiter de l'offre 25 langues qui vous permet d'avoir les 25 langues accessibles tout au long de l'année. Maintenant passons à la vidéo parce que là il va y avoir beaucoup de choses à dire. Let's go! Petit disclaimer, comme la vision de la romance à l'occidental, c'est celle qui a le monopole de la culture et des médias, c'est celle que je vais essayer de déconstruire dans cette vidéo. Alors le monde occidental, il a pas toujours été bercé par les romans à l'eau de rose, la dévotion ou les sérénades au balcon. On va remonter un peu dans l'histoire. Contexte, on est au 18e siècle et le 18e siècle, c'est le siècle des Lumières. Et le mouvement des Lumières, c'est un mouvement qui prenait l'usage de la raison, de l'esprit critique et de la science pour comprendre le monde, pour améliorer la société et libérer l'humanité des superstitions, des préjugés et de l'obscurantisme. Pour ceux qui se souviennent pas trop de leur cours, on a des figures emblématiques des siècles des Lumières, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, et donc ce mouvement des Lumières va inspirer de nombreuses révoltes, dont celle de la Révolution française. Et c'est dans ce contexte que va apparaître le romantisme. Pour les romantiques, le mouvement des Lumières est souvent perçu un peu comme froid et déshumanisant, parce que à l'inverse des Lumières, le romantisme, ça met en avant l'expression des émotions, l'intuition, la nature, l'imagination et la spiritualité. Et c'est à cette époque justement qu'on va voir naître des classiques de la littérature romantique comme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ou Orgueil et préjugés de Jane Austen, sorti en 1831. Et ces récits vont, comme on le sait, perdurer jusqu'à encore aujourd'hui avec des réinterprétations, des films d'animation et s'exporter petit à petit avec la médiatisation dans le monde entier et influencer la vision de la romance. Mais il faut comprendre à quel point le romantisme c'est un gros changement pour l'époque. L'expression des émotions, c'était un peu mal vu, voire bizarre. Et donc l'ère de romantisme, elle va pas seulement influencer l'art, elle va aussi influencer les gens qui vont petit à petit s'ouvrir à leurs émotions, les explorer et partager de plus en plus les sentiments que chacun a envers l'autre.
Faut savoir que la romance, ça a plusieurs effets sur le cerveau. Alors pour ça, je vais prendre les recherches de la neuroscientifique Lucy Brown. Donc actuellement, elle est professeure de neurologie au College of Medicine à New York. Et ses travaux, ils se concentrent sur l'utilisation de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. En gros, les IRM. Donc l'objectif de son étude était de savoir comment l'amour romantique intense affecte le cerveau, en particulier les régions associées à la récompense et à la motivation. Et du coup, les participants, ils ont été invités à regarder alternativement des photos de leurs partenaires romantiques et de personnes familières. Les résultats de cette étude sont que lorsque les participants regardaient les photos de leurs partenaires, ils ont montré une activation significative dans la région tegmentaire ventrale et pour vous la faire courte, c'est une partie du cerveau qui est liée à la satisfaction des besoins fondamentaux comme manger, boire. C'est une partie du cerveau qui est également impliquée dans le circuit de récompense du cerveau, aka la dopamine, qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur. Donc c'est une hormone que vous allez recevoir par exemple quand vous allez avoir des likes sur Instagram, quand on va vous récompenser pour votre travail, quand on va vous dire merci. Et il faut savoir que l'amour romantique, du coup dans ce cas-là, elle a remarqué que ça activait également le circuit de récompense du cerveau. Et du coup ça renforce l'idée que l'amour romantique c'est une nécessité biologique pour le bien-être humain. Mais pourquoi la romance et l'attachement, c'est essentiel autant que l'eau et manger. Donc pour ça il y a un livre hyper intéressant qui s'appelle Attached du docteur AMIR LEVINE et de Rachel Heller, et dans ce livre il y a une théorie hyper intéressante qui a abordée, c'est la théorie de l'attachement. Et la théorie de l'attachement, c'est une théorie avancée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby dans les années 50. Et du coup dans le livre Attached il y a une partie hyper intéressante qui va vous résumer un petit peu ce que c'est la théorie de l'attachement. Je cite: nous avons été conditionnés à dépendre d'un partenaire significatif. Ce besoin naît dans l'utérus et ne disparaît qu'à notre mort. Bowlby a proposé que tout au long de l'évolution, la sélection génétique a favorisé les individus qui développaient des attaches, car cela représentait un avantage pour leur survie. En fait, le besoin d'être proche de quelqu'un de spécial est si important que le cerveau possède un mécanisme biologique spécifique dédié à la création et à la régulation de notre lien avec nos figures d'attachement, parents, enfants, et partenaires romantiques. Ce mécanisme, appelé le système d'attachement, se compose d'émotions et de comportements qui garantissent que nous restons en sécurité et protégés en restant proches de nos êtres chers. Alors en fait, l'attachement, c'est quelque chose de profondément humain pour la survie. Voilà. Et c'est un thème qui revient, vous vous souvenez dans mon essai sur l'amitié, on a un besoin profond de sociabilisation et d'attachement avec les gens. Et la théorie de l'attachement, elle creuse un petit peu plus dans ça en disant que, en plus de quelque chose de naturel et de quelque chose qui est profondément ancré en nous, c'est quelque chose qui s'est développé pour la survie. Je pense que voilà pourquoi la romance ça marche autant au cinéma et dans la littérature et dans toutes les œuvres en fait artistiques. C'est parce que ça nous rappelle ce besoin profond en nous de romantisme. Il semble qu'il y ait de plus en plus un fossé qui se creuse entre la représentation de la romance dans les médias et ce que les gens attendent de la romance. Et ça, je l'ai remarqué parce qu'il y a de plus en plus de polémiques qui touchent l'industrie du cinéma par rapport à la représentation de la romance. Pour ça, je repense notamment au drame du live action de Blanche-Neige. Tout le monde était très excité à la vue de la nouvelle, était très content et s'attendait à revoir le classique d'animation sur grand écran, mais avec des réels acteurs. Et l'actrice principale Rachel Zegler a commencé à faire des interviews. C'est là où c'est parti en cacahuète. I just mean that it's no longer 1937. She's not going to be safe with a prince and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. S'en est suivi un backlash. I could literally write a PhD thesis on the pseudo-feminism that is criticizing Disney princesses. Criticizing Disney princesses is not feminist. Not every woman is a leader. Not every woman wants to be a leader. Not every woman wants or craves power, and that's okay. It is not anti-feminist to want to fall in love, to want to get married, to want to stay at home, to be soft, to want to be a homemaker. None of these things make you less valuable as a person or a woman. The criticism of Disney princesses is always based on one of two things: criticizing women for things that men get to do unquestioned,
or writing off a woman entirely because she is or wants to fall in love. La romance, dans l'industrie du cinéma, pour beaucoup, c'est un échappatoire. Ça permet de vivre des histoires qu'on vit pas dans la vraie vie, ça permet d'explorer des histoires sentimentales, des développements de caractère un peu sympas. Et donc en fait, quand les gens, ils ont appris que ce film emblématique, justement, premier film d'animation romantique de l'histoire, allait être toute autre chose, bah ils ont pas aimé en fait. Mais pour aller plus loin, je pense que la romance, c'est un thème qui est profondément marqué par les époques qu'il traverse. Par exemple, au début du romantisme, la romance était principalement basée sur l'exposition et l'expression des émotions. Parce qu'il y avait un besoin profond d'expression et de poésie, ce qui était en contraste avec la froideur de l'époque. Le temps a évolué et quand par exemple on regarde le contexte d'après-guerre, beaucoup des films romantiques étaient des comédies romantiques. Parce que les gens avaient besoin justement de cette gaieté, de cette couleur, de ces échanges joviales et de cette romance légère, parce que c'était un besoin à l'époque. Les gens sortaient de la guerre et avaient besoin de cette légèreté et de cet amour ambiant, on va dire, pour se sentir mieux. Et c'est vrai que ça a marché, puisqu'on a des films comme Singing in the Rain qui ont très bien marché et qui, je trouve, a réussi à capturer ce dont les gens avaient besoin à cette époque. Maintenant, en ce qui concerne l'époque moderne, vous savez que il y a énormément de critiques à faire sur le monde moderne et je pense que la principale critique est envers le capitalisme. Et je pense que le capitalisme a ruiné la romance. C'est un avis personnel, voilà, chacun le voit comme il veut. Et je pense qu'il a ruiné la romance, puisqu'il a ruiné la base de la romance, qui est l'altruisme. Je vais m'expliquer. Le capitalisme est un système socio-économique où la propriété privée et la recherche du profit dominent. Il valorise les individus par leur capital, leur liberté individuelle et leurs biens. Le capitalisme, c'est un thème que j'aborde souvent dans mes essais parce que je pense qu'il est à la base de beaucoup de nos maux actuels, de la manière dont nos médias se sont développés, de la manière dont l'art s'est développé et de la manière dont les relations sociales également se sont développées. Dans une culture où l'orientation commerciale prévaut, les relations humaines suivent souvent le modèle d'un échange sur le marché. Dans son livre The Art of Love, ou L'art d'aimer, Fromm, le sociologue et psychanalyste américain d'origine allemande, parle de l'amour comme une forme d'art qui demande apprentissage et maîtrise. L'amour est une activité, pas un affect passif, c'est un être continu, pas un avoir passager. L'amour pour Fromm est sous plusieurs formes. Maternel, qui est protecteur et inconditionnel mais équilibré. L'amour fraternel, plus universel, qui est un amour qui nous fait tendre à aimer notre prochain. L'amour passionnel, qui est basé sur l'attraction et le désir. L'amour divin et surtout l'amour de soi. Donc se connaître, s'accepter et être capable en premier lieu de vivre sans dépendance émotionnelle ou matérielle. Il critique également la vision moderne de l'amour comme une simple passion romantique ou un objet à consommer. Il parle notamment du capitalisme et sa tendance à transformer l'amour en un produit à acquérir. Selon lui, les gens traitent souvent les relations comme une transaction où ils cherchent à acheter le meilleur partenaire possible et par conséquent, on tend à se rendre le plus désirable possible pour être le plus amené à être choisi et entre guillemets acheté. Comment rentrer dans la tête de ton crush / faire en sorte qu'il pense tout le temps à toi, que tu ne quittes jamais sa tête. Tu lui envoies un message en lui demandant est-ce que je peux te poser une question. Là il va te répondre de oui, qu'est-ce qu'il y a et tout nanana. Et à ce moment-là tu vas lui mettre le plus gros remis de toute sa vie. Ça va faire exceptionnellement bien évidemment parce que si tu mets des remis tout le temps, au bout d'un moment il va se lasser. Mais le fait de titiller sa curiosité en lui posant une question et en ne donnant aucune réponse, il va passer sa journée à penser à toi, à se demander mais qu'est-ce qu'elle voulait me dire, c'était quoi sa question, qu'est-ce qu'il y a et tout, qu'est-ce qui se passe. Étant donné que j'ai qu'une parole et que j'ai promis d'expliquer pour ceux qui le voulaient comment faire pour qu'une personne soit amoureux ou amoureuse de vous en une semaine, quand je parle de faire tomber amoureux une personne, je veux dire par là une personne qui sera du coup attachée à vous, mais comment forcer les choses? Ça s'appelle de la manipulation. Ni plus ni moins en fait. Manipuler quelqu'un psychologiquement, tout ça pour qu'elle pense à nous et qu'elle soit amoureuse de nous. C'est-à-dire qu'on prend pas en compte ce qu'elle pense de nous. Nous, on veut cette personne, donc on va tout faire pour rentrer dans sa tête.
Est-ce que vous vous rendez compte du level de... Je cite, la plupart des gens pensent que l'amour consiste à être aimé plutôt qu'à aimer, et que la clé pour être aimé est d'être attirant selon les normes sociales et contemporaines. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup sur internet et de plus en plus sur comment être attirant, comment rendre l'autre complètement obsédé par soi. Je cite, dans notre société, l'amour a perdu son caractère sérieux et romantique pour devenir un phénomène d'attraction superficielle soutenu par des promesses de plaisir rapide. Et je peux pas m'empêcher de penser aux films romantiques modernes qui sont basés sur cette même dynamique de plaisir rapide. Ça commence généralement par un coup de foudre, puis les deux personnes vont passer à l'acte hyper rapidement et seulement plus tard apprennent à se connaître, et dans la plupart des cas ils se rendent compte qu'en fait ils sont pas compatibles et qu'ils devraient plutôt se concentrer sur le fait de s'aimer eux-mêmes. Mais en soi je remets pas en question le fait de s'aimer et de s'écouter soi. Je suis profondément en adéquation avec le fait que travailler sur soi et s'aimer, ça nous fait prendre conscience de l'autre et ça nous rend également tolérants et altruistes. Mais j'aime pas la manière dont le love yourself, dans le cas de la romance moderne, il est abordé la plupart du temps dans la poursuite des désirs en fait, sans aucune considération de la réalité et sans aucune considération des personnes qui nous entourent en fait. Dans une culture où l'orientation commerciale prévaut, même l'amour devient un marché. Deux personnes s'engagent dans une relation en espérant un échange équitable des valeurs personnelles qu'elles représentent. C'est qu'en fait, on espère des autres qu'ils acceptent totalement qui on est, sans forcément faire le travail sur nous-mêmes, ou même faire l'effort de les accepter pour qui ils sont. On espère juste pleinement qu'ils vont nous accepter pour qui on est. C'est même pas on espère, on part du principe où, parce qu'on est dans le love yourself, parce que si les gens ils t'acceptent pas, c'est tout simplement parce que ils te méritent pas. C'est pas parce que tu te comportes comme du caca, c'est parce qu'ils ne te méritent pas. On est un petit peu dans ce truc où on s'excuse tout et on est un petit peu le main caractère de nos vies et du monde qui nous entoure en fait. Et ça on le voit dans les films parce que la poursuite de ses propres désirs, elle est parfois même au détriment de la réalité, comme dans plein de séries et de films actuels. C'est juste le personnage principal qui part à la conquête de ses désirs, mais en ayant une liaison avec son ex-petite amie ou avec son collègue de travail en étant marié. Partir à la conquête de vos désirs ne vous rend pas irresponsable de ce qui se passe autour de vous. Et vous vous souvenez, c'est un des attraits du capitalisme, c'est les libertés individuelles. Il tend à y avoir de moins en moins de limites quant à la liberté individuelle. On peut tout faire. Si l'autre en face de nous, il est offensé, bah il avait qu'à pas être offensé en fait. On n'est pas responsable de ce que la personne va ressentir. Enfin, si, on est responsable. Bien évidemment, on ne contrôle pas tout. Bien évidemment, il y a un juste milieu à avoir dans tout. La réaction des personnes en face aussi, elle peut être due à un malaise qu'ils ont avec eux-mêmes, à des problèmes qu'ils ont avec eux-mêmes, avec plein de choses, mais on est responsable et on restera toujours responsable de nos actes. Et c'est ça que j'aime pas avec cette mentalité très capitalisée des relations, c'est qu'on est responsable de rien. Mais pour finir ce point, je trouve que notre monde, il traverse une crise des connexions en général, d'accord ? D'un côté, on a un tas de réseaux sociaux qui nous permettent de se connecter et de parler et d'échanger avec le monde entier. De l'autre, il y a un sentiment de solitude extrême qui s'installe chez de plus en plus de gens. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se blâmer à nous-mêmes, mais je pense qu'il y a beaucoup de points extérieurs aussi qu'on peut blâmer. C'est pas forcément que notre faute. C'est aussi notre faute, je vais y revenir, mais il y a beaucoup de points extérieurs aussi qu'on peut prendre en compte, comme par exemple les heures qu'on passe au travail ou à l'école, qui nous permettent pas en fait de, quand on a un partenaire, de prendre soin de lui, d'apprendre à le connaître, de passer du temps avec lui. On a aussi les espaces urbains qui sont plus du tout adaptés à la rencontre. Les lieux deviennent de plus en plus austères. On a tendance à penser que l'amour c'est forcément quelque chose qui nous tombe dessus. Mais pour Eric Fromm, il dit des choses très intéressantes à propos de ce sujet. Pour Eric Fromm, l'amour c'est un acte profondément altruiste et créatif. Et surtout, ça se pratique. Et pour se pratiquer, il dit qu'il faut considérer l'amour comme un art, avec de la discipline, de l'engagement, être pleinement présent pour l'autre, de la patience pour construire une relation authentique, être conscient des besoins émotionnels de l'autre et y être empathique, le respect de l'individualité de chacun, prendre soin de l'autre en montrant un réel intérêt envers son bien-être. Et tout ça, ça passe d'abord par l'exploration personnelle, se connaître, s'accepter, être indépendant émotionnellement et matériellement, pour avoir le courage d'être vulnérable, de se dévoiler face à l'autre, et bien évidemment, amour de soi et apprendre à se connaître sans tomber dans le narcissisme et l'égocentrisme, ce qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui et ce qui ruine beaucoup les relations sociales en général. En bref, et pour finir ce chapitre, l'amour c'est un art qui s'apprend, se maîtrise et se pratique.
Je pense qu'en grande majorité, il y a un manque de nuances dans le contenu sur les relations proposées sur internet. Parce que le manque de nuances, les avis chocs et la brutalité dans les propos, ce sont des facteurs d'un contenu à succès sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, nos feeds Instagram, TikTok sont régis par des algorithmes et cet algorithme est nourri par nos réactions. Plus un contenu va être amené à nous faire réagir, plus il va générer de commentaires et plus il va être proposé à d'autres utilisateurs. Et sans s'en rendre compte, l'algorithme va même influencer en quelque sorte notre réalité si on ne fait pas attention au temps qu'on passe sur internet. Et le problème, je trouve, c'est que soit on a un contenu très péjoratif à propos des relations, avec des histoires horribles de trahison, de vol, de violence, de tromperie, et je ne remets absolument pas les témoignages de qui que ce soit sur la question. J'espère sincèrement que les personnes qui ont témoigné d'une relation catastrophique vont s'en sortir et vont réussir à se reconstruire par la suite. Mais le truc, c'est que à l'inverse, on a un type de contenu qui va glorifier, romantiser et montrer seulement même les aspects positifs et belles choses qu'une relation peut nous apporter. Et le problème, c'est que ça va créer des standards auprès des plus jeunes qui sont soit irréalisables si on fait pas un travail sur soi pour justement avoir ce type de relation avec son partenaire. If you've ever wondered what a healthy relationship should feel like, I hope this helps. In a healthy relationship, your feelings matter. It's not about proving whether your emotions are valid or trying to win an argument. It's about being seen, understood and cared for. Soit il faut un partenaire riche en fait. Et je dis pas que dans les deux cas, ce qui est dit ou ce qui est proposé sur internet est faux. Il y a une part de réalité, bien évidemment, mais en y étant exposé à long terme, c'est-à-dire soit quelque chose de très positif, soit quelque chose de très négatif, ou dans les deux cas un mix and match, ça pourrait en fait créer une espèce d'hyper-réalité autour des relations, autour des hommes et autour des femmes. Et c'est pour ça que vous allez voir plein de phrases sur internet, dès que par exemple il va y avoir un drame ou va y avoir un divorce, les gens vont dire tout le monde divorce, oh eux si ils divorcent, moi je crois plus à l'amour. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle l'hyperréalité. L'hyperréalité, c'est un concept théorisé par le philosophe et sociologue français Jean Baudrillard dans son ouvrage Simulacres et simulations, publié en 1981. Il définit l'hyperréalité comme l'incapacité de distinguer la réalité d'une simulation de la réalité. Et par simulation de la réalité, on peut parler du cas des réseaux sociaux. Si on part du principe, par exemple, d'un vlog, c'est des fractions de moments de la journée qui vont être assemblées à la suite pour créer une vidéo. Et même si on nomme le vlog une réelle journée dans ma vie et que ce qui se passe dans les clips, c'est réellement ce qui s'est passé dans la vraie vie, il ne sera jamais réel à 100%, puisque c'est une reproduction de la réalité par image, les angles sont choisis, les moments de la journée exposés sont choisis, et tout ça, c'est monté pour nous offrir du contenu agréable à regarder. Sauf que dans le cas de la romance et du couple, l'envie, ça peut créer des normes et des standards chez le téléspectateur, et on peut le voir par exemple avec ce genre de commentaires, et tout le langage qui s'est créé autour des relations. Les femmes capables, les hommes capables. C'est aussi simple que ça. Si t'es pas prêt, tu vas là où tu peux. Sauf que plus d'une fois, on nous a montré que ces contenus ne représentaient qu'une infime réalité de ces couples, puisque plus tard, on a pu avoir des vidéos d'aveux, de divorce, totalement en contraste avec ce qui était montré auparavant. Pour le coup, il était beaucoup plus beau en vrai que sur les photos. Le mec, quand je l'ai rencontré, c'était un skinny. Genre, grâce à moi, je t'ai nourri. D'accord, je t'ai pris de la rue, je t'ai nourri. C'est grâce à moi que t'as grossi. J'ai vu en toi l'homme que j'ai toujours attendu. Il a que des galères, il tient pas son travail, c'est un menteur, il ment surtout, il vole son pote. T'étais gentil, respectueux. Il était dénigrant, humiliant et à chaque fois il faisait passer ça sous le ton de la dérision. Et pour beaucoup de ces créateurs de contenu, malheureusement, comme ils ont exposé leurs relations et ont pu profiter de privilèges dus à l'exposition de leurs relations, et ben ils se voient dans l'obligation d'exposer également la mal tournure de leurs relations parce que les gens se posent des questions. Et pour finir ce petit chapitre, je suis pas là pour dire ne vous exposez pas sur internet, ne montrez pas votre couple. Personnellement, moi, les affaires de famille
famille, et surtout quand ça touche au couple, ça n'a rien à faire sur internet. L'avis des autres ne peut pas entrer dans une relation aussi intime qu'est le couple. Sauf qu'en étant exposé, on peut se laisser engrainer justement dans les avis de tout et chacun. Puis même chez la personne qui regarde le contenu, comme je vous l'ai dit, ça peut créer des standards qui sont peut-être parfois pas réalisables puisque du coup ils sont montés de toutes pièces, parce que ça peut générer de l'attention, des vues et même parfois de l'argent. Pour conclure cette vidéo, je pense qu'on vit dans une ère un peu compliquée où premièrement tout est très facile d'accès, dont la romance et les relations. On a accès à énormément de raccourcis pour apprendre à connaître quelqu'un, même parfois aller plus loin, voire trop loin. On tend à nous faire croire avec plein de solutions, toutes les plus farfelues les unes que les autres, que les relations c'est simple, rapide et qu'une photo, une biographie et quelques discussions profondes en DM nous aideront à trouver l'âme sœur. Sauf que les relations des uns avec les autres, c'est quelque chose qui demande du temps, de la patience, de l'ouverture d'esprit et parfois même beaucoup de travail sur soi-même. Et je peux prendre l'exemple également des relations familiales. On a beau vivre et connaître des membres de notre famille depuis qu'on a ouvert les yeux, on peut encore faire face à des challenges qui vont nous demander des efforts et des concessions et du travail sur nous-mêmes et de la communication. Alors imaginez avec un inconnu avec lequel vous allez probablement vous marier, avoir des enfants et des biens communs. J'imagine pas le travail qu'il faut faire. Pour les musulmans qui me regardent, ne lésinez pas sur les muqabala, d'accord? Muqabala hiking, muqabala jeu de société, muqabala tea party. Prenez le temps d'apprendre à connaître quelqu'un avant de vous lancer dans un cadre sain, bien évidemment. Et par-dessus tout, apprenez à vous connaître vous. Parce qu'apprendre à vous connaître vous, ça va vous aider à comprendre le monde qui vous entoure sans vous laisser prendre dans des idées toutes faites, faciles de réflexion, ce qui nous fait un peu tous perdre notre humanité, notre individualité et par-dessus tout, notre romantisme. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu, que ça vous aura ouvert une porte sur une réflexion avec vous-même, j'espère. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!